Merci. Donc bonjour à tous et on va parler un petit peu de la Phaco d'IMEC. Donc récemment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, il y a une étude qui est sortie dans le Cornea avec une jolie série. Donc j'ai essayé un petit peu de faire une petite revue de la littérature. Ça va être assez rapide. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ah oui, j'ai pas pris. Ah oui. Il me semblait qu'il manquait quelque chose. D'accord, merci. Ouais. Donc, marche rien, du coup. Voilà. Donc cette année, au mois d'avril, l'équipe de Londres a sorti les résultats à un an d'IMEC sur les pseudophaques versus triple procédure sur un total de 329 yeux. Donc 218 dans le groupe pseudophaque et 111 en triple procédure, avec dans le groupe pseudophaque un rapport 70-30 en faveur de la dystrophie de Fuchs. Donc leur taux de survie était uniquement clinique, donc ils regardaient si le greffon était clair en fait au bout d'un an, et on avait 90% de taux de survie dans le groupe de triple procédure versus 80% chez les yeux pseudophaques. Et dans le sous-groupe des dystrophies de Fuchs, il n'y avait pas de différence significative, et dans le sous-groupe pseudophaque, la différence était significativement meilleure pour les dystrophies de Fuchs. Donc pas de différence en termes d'échec, ni en termes de redoubling. Voilà. Nous, en 2017, on avait fait une petite étude à Grenoble avec 69 yeux. Voilà, pardon. 37 dans le groupe pseudophaque versus 32 dans le groupe triple d'IMEC, avec finalement le même ratio, pareil 70-30 dans le groupe pseudophaque. On avait surtout constaté que la moyenne d'âge était plus basse dans le groupe triple d'IMEC, et les acuités visuelles pré- et post-opératoires étaient plus basses dans le groupe des yeux pseudophaques, ce qui est assez cohérent finalement en pratique courante. La récupération visuelle est significative dès le premier mois post-opératoire jusqu'au 4e mois. Il n'y avait pas de différence particulière entre les deux groupes. Et donc on avait fait des critères supplémentaires au 6e mois en termes de contagion endothéliale, de pachymétrie et d'équivalence sphérique, où là ces trois paramètres n'avaient pas démontré de différence particulière. Pas de différence non plus en termes de taux d'échec et de redoubling. Donc finalement, on était assez cohérent avec les études précédentes également. Donc 2014, Characia et Price ont comparé les résultats à 6 mois sur un total de 492 yeux. Là encore, ils trouvaient une moyenne d'âge plus basse dans le groupe triple d'IMEC et des acuités visuelles plus basses dans le groupe d'IMEC en post-opératoire. Donc au niveau de la décroissance du contagion endothélial, pas de différence significative. Nous, c'est vrai qu'on n'avait pas pu faire le contagion endothélial chez tous les patients, donc on n'avait pas trop pris ce paramètre-là. Et il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes en taux d'échec non plus. Et encore avant, en 2012, c'était une étude avec uniquement des procédures triple d'IMEC sur 61 yeux, avec une augmentation significative de l'acuité visuelle et une diminution significative de la pachymétrie. Donc on a un peu l'impression de se rabâcher finalement. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau? On attend toujours une formule magique qui nous fera pencher vers la triple procédure, ou plutôt la cataracte, puis la greffe sidécompensation. Donc évidemment, il y a les préférences du chirurgien et puis le patient. On est toujours un petit peu à se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de greffer un œil qui n'est pas trop décompensé lorsqu'on fait une triple procédure, mais finalement la récupération est rapide, il y a peu de complications. On arrive maintenant à maîtriser le chiffre hypermétropique en anticipant le calcul d'un plan.
Et ensuite, donc on n'a pas de taux exact de survenue, en tout cas, d'œdème maculaire cystoïde dans les études. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on attend un peu plus de précision là-dessus, parce que c'est assez fréquent sur ces yeux. Quel est le délai moyen entre la chirurgie de cataracte et la DIMEC, finalement? Quel est également le taux d'aberration lié au goutte endothélial? Donc dans l'attente de résultats sur plus long terme, en tout cas plus que 6 mois ou 1 an. Je vous remercie de votre attention. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Questions? Ouais. Moi, je dissocie la chirurgie quand il faut mettre des implants toriques. C'est une question, on n'en parle pas trop. Parce que quand on déroule le greffon, quand même, j'ai déjà eu une fois une rotation. Donc depuis, voilà, dans ces cas-là, même si je sais que je vais faire décompenser en faisant ma chirurgie de cataracte, j'attends 2 mois et le temps que l'implant se stabilise, fibrose un peu. Je sais pas ce que vous... Oui, moi... Alors, le problème des toriques que je trouve sur les Fuchs, c'est qu'on ne sait pas exactement quel est l'astigmatisme qui est lié au Fuchs et qui va donc disparaître une fois qu'on aura fait la greffe endothéliale. Mais c'est vrai que moi j'en mets aussi dans des très forts astigmatismes, j'en mets un implant torique. Après, j'ai pas constaté de rotation lors du bullage, mais c'est peut-être plus prudent effectivement de le faire. Moi j'ai une petite question. Dans votre série, vous avez pas trouvé d'opacification de l'implant? Nous à Grenoble? Oui, dans votre série. Non. Non, pourquoi? Quel implant? Ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est une des principales complications de la DIMEC, c'est l'opacification secondaire de l'implant. De l'implant. Hein, de l'implant. Hydrophobe? Oui, alors ça survient avec les hydrophiles. Ça survient avec les des hydrophobes, c'était. Ouais. Non, mais c'est peut-être l'avantage de la triple procédure, c'est on met nous-mêmes l'implant, donc on prend un hydrophobe et pas un hydrophile, tandis que quand on passe derrière un autre chirurgien qui a mis un hydrophile, c'est là qu'on est dans le malheur, parce que malheureusement, il y en a un certain nombre qui s'opacifient après la chirurgie. Ouais. Jean-Pierre, juste une remarque. Nous, on va faire une publication sur les œdèmes maculaires cystoïdes. Et effectivement, ils sont plus importants dans la triple procédure que dans la DIMEC seule. Hein, nettement. On a fait une évolution sur 6 mois pour l'instant. La grande majorité régresse, heureusement. Mais néanmoins, ils régressent avec quel traitement et qui va être toxique aussi pour la cornée, etc. Donc, on freine un peu en ce moment. J'ai remarqué que le Kenacort marchait pas mal d'ailleurs. Je disais par rapport au traitement de l'OMC, je remarquais que le Kenacort marchait pas mal. J'aime pas trop faire des Osurdex quand ils ont des IP, des Verisize, des trucs comme ça. Donc, je sais pas ce que vous faites, mais... Alors, il y a une question sur pourquoi est-ce que les implants hydrophiles s'opacifient? Ah non, là, la mécanique... Michael. Ça, c'est un vrai sujet, mais qui n'est pas élucidé. L'opacification des matériaux, c'est lié à la précipitation de complexes phosphocalciques dans la matrice de l'hydrogel. Et en fait, c'est des histoires de sites de nucléation. C'est-à-dire que la première conjonction d'atomes qui arrive à faire un petit site de départ donne le point de départ à une calcification ultérieure. Et les événements déclenchants sont très variables. Dans la littérature, on retrouve des notions de vitrectomie, d'utilisation de diamox, parce que le diamox acidifie l'humeur aqueuse. Mais c'est pas du tout clair, mais c'est clairement lié en tout cas à l'utilisation de la bulle d'air. Les autres chirurgies où on utilise aussi une bulle d'air entraînent les mêmes problèmes. C'est pas des calcifications constantes, hein, mais on va dire que c'est peut-être un cas sur 20 ou un cas sur 50. Oui, mais c'est vraiment un cas de trop. C'est un cas de trop. C'est épouvantable à traiter. Impossible d'enlever le calcium. J'ai essayé, ça ne marche pas. Oui. Mais ça, c'est une notion intéressante à diffuser parce qu'elle est encore méconnue. C'est que chez les patients qui sont atteints d'une gutata modérée, dont on ne sait pas s'ils auront peut-être besoin d'une DIMEC plus tard, eh bien, c'est quand même intéressant de faire plutôt un implant hydrophobe qu'hydrophile. Et c'est un fervent partisan des hydrophiles qui vous parle. Ouais, je crois que c'est une très bonne remarque. Moi, c'est ce que je demande à tout mon service, c'est de ne pas mettre d'hydrophiles, de mettre des hydrophobes.
et bien entendu s'il y a une guttata. Et d'autre part, quand on opère une guttata, il faut anticiper le shift hypermétropique qu'on aura quand on fera la greffe endothéliale. Donc il ne faut pas viser 0 comme réfraction post-opératoire. Ça, c'est vraiment les deux choses qui sont pas connues quand on a une guttata. C'est prévoir le shift et utiliser un hydrophobe pour ne pas avoir ce problème d'opacification. Bien, merci. Oui. Merci Julie. Donc on va passer à la communication suivante. Diane Berret.